Hello les Icos, c'est Camille de la chaîne Music Room et dans cette vidéo, je vais vous emmener vers un moment de l'histoire sans lequel la musique ne sonnerait pas du tout comme celle que vous connaissez aujourd'hui. Alors là, pour qu'on se situe un peu mieux, je vais quand même préciser qu'on va seulement parler des esclaves noirs africains déportés dès le XVIIe siècle vers le continent américain, et plus précisément aux États-Unis, parce qu'on va ni parler du Canada, ni de l'Amérique du Sud, et aussi parce que l'esclavage, c'est une notion vague, c'est aussi vieux que la paresse humaine, dès que quelqu'un a vu que c'était vachement pratique de déléguer par la force ses corvées à un autre qui a rien demandé, c'est parti en couille. Donc l'esclavage, il y en a eu de toutes formes dans toutes les régions du monde dès l'Antiquité, et même avant d'ailleurs, je pense. Mais là, ce que nous allons évoquer, c'est plutôt le rapport très particulier avec la musique qu'avaient les esclaves noirs africains emmenés de force aux États-Unis, et à quel point ça a été un tournant dans l'histoire de la musique. Et vous allez voir que c'est hallucinant. Non, j'arrête le spoil, vous allez voir. Bon, je vais commencer par résumer un peu la situation à ce moment-là avant de rentrer dans le vif du sujet pour qu'on parte tous avec les mêmes bases. Les colons portugais, espagnols, anglais et français se sont rués sur le territoire américain peu après la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb. Bon, j'aime pas trop utiliser ce terme de découverte de l'Amérique parce que déjà il y avait des populations indigènes sur place, et en plus, des vikings avaient déjà atteint ce continent vers l'an 1000, mais ils n'ont simplement pas réussi à s'y établir très longtemps, donc leur découverte à eux est un peu passée à la trappe pendant de nombreuses années, et on a attribué à Christophe Colomb un peu trop de choses, je précise ça pour que tout soit clair. Quoi qu'il en soit, les colons avaient tenté d'exploiter les natifs, mais après plus d'un siècle d'occupation coloniale, les populations indigènes ont vu leur nombre d'individus drastiquement chuter à cause de maladies et du travail forcé justement, et une partie d'entre elles résistaient toujours aux colons, donc ces derniers se sont retrouvés sans main-d'œuvre pour continuer leur expansion sur le continent. C'est là qu'une idée a germé dans leur esprit rempli d'idées créatives et imaginatives. Si on ne peut plus exploiter la main-d'œuvre sur place, on va la ramener, pas de problème! Faut savoir que certains pays d'Orient pratiquaient le commerce d'esclaves depuis très tôt au Moyen-Âge, et donc il suffisait dans un premier temps aux colons d'importer des esclaves issus de la traite arabe. Il y avait beaucoup d'échanges d'esclaves à ce moment-là. Tout le monde en voulait pour ces terres nouvellement colonisées, que ce soit les Hollandais, Espagnols, Portugais, Français, Anglais et autres. La demande tant d'esclaves que de produits issus du travail des esclaves ayant explosé, c'est là qu'a commencé à se mettre en place le commerce triangulaire, qui était un triangle d'échanges commerciaux entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, par lequel les navires européens amenaient des marchandises diverses qui n'avaient pas forcément une très grande valeur sur le continent africain, et en échange ils récupéraient des prisonniers qui étaient transportés aux États-Unis dans des négriers pour devenir esclaves, puis le fruit de travail des esclaves, comme le sucre, le tabac et le café par exemple, était exporté vers l'Europe pour être vendu et consommé. Jusque-là, rien de bien nouveau, c'est au programme de 4e il me semble. Donc on est maintenant au XVIIe siècle, en 1619 en Virginie, dans la ville de Jamestown, l'état où sont arrivés les 20 premiers esclaves noirs capturés sur le navire portugais San Juan Bautista, mais accostant sur le White Lion, un privateer anglais, qui transportait à la base 350 esclaves quand même, c'était des personnes capturées dans l'actuel Angola. Mais les maladies contractées pendant le voyage, plus une attaque pirate, a ôté la vie à la grande majorité d'entre eux, et seuls 20 hommes et femmes ont pu accoster en Virginie pour être réduits en esclavage. Je sais pas si j'aurais pas préféré être tué par les pirates, moi perso. Qu'est-ce que t'as ? Sinon, à part raconter ta vie, t'as des trucs intéressants à dire? Mais c'est fini, oui! Et depuis quand ça se transforme en cours d'histoire, ton truc? Je croyais qu'on était là pour faire de la musique. Ça vient! Je te rappelle que cette vidéo est sur un thème de l'histoire de la musique. Faut bien que j'explique un peu le contexte. Dans Histoire de la musique, il y a Histoire pour info. Ouais, si ça traîne déjà en longueur alors qu'on est qu'au début, on n'est pas sorti du sable. Bon, déjà, pourquoi tu viens là? Je t'ai rien demandé. T'étais censé me trouver des illustrations pour la suite d'ailleurs, c'est fait ou pas? Ah, mais je l'ai fait, hein. Regarde. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Quoi qu'il en soit, on fait travailler ces premiers esclaves dans les plantations et dans les chantiers. De l'importation des tout premiers esclaves en 1619 jusqu'à l'interdiction de la traite atlantique en 1808, ce sont 2 millions d'esclaves qui ont été emmenés sur le territoire d'Amérique du Nord.
Tous ces hommes, femmes et enfants ont été arrachés à leur terre natale, séparés de leur culture et condamnés arbitrairement à vivre une vie de torture à laquelle une mort imminente serait préférable. Si certains n'ont pas tenu le coup et sont partis prématurément, d'autres se sont battus jusqu'au bout. Ils étaient nombreux à partager ce destin tragique et leur force résidait dans cette connexion qu'ils avaient, car tous avaient subi cette coupure avec leur culture, avec leurs croyances et leurs traditions. Tous tentaient de conserver en eux à tout prix ce lien vital avec leurs racines que les colons ne pourraient jamais réussir à rompre. Ce lien, par quoi l'exprimait-il ? Par la musique. On avance un peu dans le temps et on se trouve maintenant vers 1750 et chaque jour de l'existence des esclaves n'est que travail et violence subie du lever jusqu'au coucher du soleil. Mais ils ont pu tenir dans de telles conditions, notamment grâce au chant. Pour rendre leur tâche moins pénible, les esclaves chantaient en chœur, et ces chants, on les a appelés, sans aller chercher très loin, les work songs, ou chants de travail. En fait, ils synchronisaient leurs mouvements comme une sorte de danse pour évader leur esprit et tenir le rythme et la charge de travail. Et les esclaves ne sachant ni lire ni écrire, ces chants ils étaient transmis par tradition orale. Il n'y avait évidemment pas d'instruments, au début tout du moins, alors ils chantaient a cappella. Mais bon, ils se sont rapidement construits des instruments inspirés de ceux qu'ils avaient en Afrique avec ce qu'ils trouvaient, ou bien ils ont trouvé des instruments déjà existants sur le continent américain, qui avaient été importés par les Européens. Dans les instruments dont la conception a inspiré de ceux d'Afrique, on a le diddly bow, qui est l'instrument de la récup de l'extrême avec sa corde unique fixée sur une planche. Du coup, on peut le fabriquer un peu avec tout ce qui nous tombe sous la main, ce qui donne ça du coup. Après, si on rajoute des cordes, ça donne une sorte de guitare en fait. Et plus de cordes égale plus de liberté musicale. C'est pour ça qu'on est rapidement passé à plus de cordes. Et après on a le banjo. L'histoire du banjo elle est assez marrante parce que de base c'est un instrument africain qui s'appelait ekonting. Et en fait les Européens avaient déjà piqué cet instrument qu'ils trouvaient impressionnant, notamment avec sa sonorité très particulière et très sèche. Et donc le banjo avait déjà été ramené en Europe avant l'esclavage, et ces mêmes Européens, en migrant vers le continent américain, ont ramené le banjo avec eux. Du coup, par ce hasard de fortune, les esclaves ont pu retrouver un des instruments de leur terre natale, et ça a dû leur faire vachement plaisir quand même. Pour en revenir à nos work songs, il faut dire que c'était une habitude qui existait déjà en Afrique d'accompagner le travail agricole de chant pour alléger tant l'ennui que la monotonie et la fastidiosité du travail. Cette habitude a donc été importée aux États-Unis avec les esclaves. Et elle s'est répandue à tout type de travaux. Par exemple, s'ils travaillaient sur des chemins de fer, le choc synchronisé de leurs outils avec les pierres créait cette base rythmique sur laquelle ils chantaient en utilisant le call and response, qui est lorsqu'un soliste chante une phrase que le reste du groupe répète en chœur. Ces chants étaient souvent monotones, non pas dans un sens péjoratif, mais dans le sens véritable du mot, ce qui veut dire un chant toujours sur le même ton et à grande uniformité de son. Les paroles de ces chansons étaient souvent directement soit liées au travail effectué, soit à l'espoir de retrouver un jour leur liberté, qui dans ces chansons est souvent exprimée comme la délivrance par la mort. Mais par la suite, ces chansons ont commencé à avoir des références religieuses. Les premières générations d'esclaves arrivés aux États-Unis étaient principalement bercées par les croyances héritées de leur pays d'origine. Il s'agissait de croyances animistes, qui sont des croyances en un esprit, une âme ou une force vitale qui anime les êtres vivants, et ils étaient aussi bercés par le culte des ancêtres. Mais par la suite, vers le milieu du XVIIIe siècle, c'est la religion chrétienne qui s'est généralisée, même pour les esclaves. En fait, il y a un mouvement religieux évangélique qui a fait surface, du nom du Grand Réveil, par lequel des blancs missionnaires chrétiens nouvellement convertis ont œuvré pour le salut des esclaves. La conversion des esclaves était majoritairement encouragée par leurs maîtres, que ce soit pour exercer un plus gros contrôle sur leurs esclaves en utilisant les croyances de ces derniers, ou parfois sincères, estimant que même un esclave avait le droit d'exprimer sa foi. Les Noirs commencèrent donc à participer aux cérémonies religieuses protestantes, et ils y chantent à la manière occidentale. Pour le moment! Étant donné que les esclaves, selon chez qui ils se trouvaient, avaient plus ou moins d'autonomie, le contrôle sur leurs pratiques religieuses a rapidement échappé des mains des maîtres qui n'ont pas pu empêcher le développement d'une église invisible. Par la suite, il y a eu un deuxième grand réveil, entre 1780 et 1830, et après ça, a eu lieu l'évangélisation massive de la population noire. Des paroisses autonomes avec des pasteurs noirs ainsi que des sectes se créent. George Lill est d'ailleurs le premier esclave autorisé à prêcher et à créer la première église baptiste noire d'Amérique. Peu à peu, les hymnes se transforment en chants religieux à connotation africaine-américaine. Les pasteurs et maîtres essayent de freiner ça, mais sans grand succès. Ils ont perdu la main, c'était trop tard, là c'est fini. C'est à ce moment que vont naître les Negro Spirituals, des chants spirituels inspirés des work songs et des hymnes religieux chrétiens. Attends, on arrête tout. Je sens que ça va déjà commencer à être le bordel, faut qu'on fasse un petit récapitulatif, sinon moi je vais me perdre totalement. J'ai besoin d'un tableau. Ah, merci.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? Ah oui, on a vu que les work songs découlaient directement des traditions musicales africaines et que les Negro Spirituals sont un mélange entre les work songs et les hymnes religieux chrétiens. Ok, pour l'instant ça va. Mais en fait, c'est une super bonne idée ça. Je vais pouvoir alimenter ce tableau à chacune de mes vidéos sur l'histoire de la musique. Peut-être qu'au final, on se retrouve avec un tableau complet. Alors, du coup, les Negro Spirituals sont des psalmodies d'hymnes occidentaux avec des rythmes d'Afrique occidentale. L'élaboration de cette musique religieuse africaine-américaine, elle a été vachement accélérée par des camp meetings ou bush meetings, qui sont des rassemblements de masse dans des forêts ou des champs, où plusieurs milliers de fidèles noirs, et même quelques blancs d'origine très modeste, souhaitaient communier ensemble en une foi et un monde meilleur après la vie terrestre, et oublier leurs tristes conditions humaines. En fait, ils se réunissaient souvent entre eux après les services religieux officiels et réinterprétaient à leur manière, et notamment avec le souvenir encore vif des rituels pratiqués en Afrique, ceux qui étaient racontés dans les cérémonies chrétiennes. Du coup, les Negro Spirituals fonctionnaient sur le même principe que les work songs, c'est-à-dire selon la formule responsoriale, le call and response, qui a été, rappelons-le, pour que ça rentre bien, hérité des traditions africaines. Le meneur lance une phrase à laquelle l'assistance répond avec ferveur et expressivité. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fous là? Ça c'est du gospel, ça n'a rien à voir. Tu m'as complètement niqué ma transition, j'étais censée en parler plus tard. Et en plus tu vas embrouiller tout le monde. Est-ce que tu connais un mauvais moment pour mettre du Prince de Bel-Air? Bon, c'est pas grave. Peu à peu, les Noirs ont commencé à imposer leurs propres hymnes, rythmes et habitudes. Les chants religieux des camp meetings deviennent des spirituals, ou chants inspirés, dans lesquels les rétentions africaines sont de plus en plus évidentes. Les camp meetings se passent ainsi en grande partie à l'insu des Américains blancs et du monde extérieur. La musique et la religion sont étroitement liées pour les esclaves. Ils ont associé ces deux entités qui leur donnaient le courage de se lever chaque jour, le chant et la foi. C'est pourquoi, au cours de leurs cérémonies religieuses clandestines, les esclaves qui ont développé petit à petit leurs propres chants spirituels font des références qui leur parlent le plus à eux et qui s'appuient donc surtout sur l'Ancien Testament, notamment le livre de l'Exode qui raconte l'émancipation du peuple hébreu, esclave du pharaon, mené par Moïse, cette référence biblique portant l'espoir des esclaves américains de se libérer eux aussi, un jour, du joug de leur maître. Du joug-fleur? Non, le joug comme le joujou. Comme du joujou. De l'oppression, si vous voulez, voilà. Et alors, ces chants vont donner naissance au chant gospel, genre de musique chrétienne qui tient pour origine à la fois les hymnes religieux et les Negro Spirituals. Donc le mot gospel vient du vieil anglais Godspell qui signifie évangile, mot d'origine grecque qui signifie bonne nouvelle, et ce mot rappelle donc que le gospel fait référence au Nouveau Testament cette fois-ci, qui est le symbole d'une nouvelle naissance, d'une résurrection et de la libération d'un peuple. Bon, je précise qu'en parlant du gospel, j'ai un peu sauté des étapes parce que ce type de chant s'est développé bien plus tard. Mais je voulais en faire la connexion avec les Negro Spirituals dès maintenant pour que vous voyez bien que le gospel en découle directement. Mais pour que ce soit plus clair, je vais quand même rajouter des dates à mon tableau. Je précise qu'elles sont approximatives parce qu'il est difficile de trouver des dates exactes sur lesquelles tout le monde s'accorde. Donc à prendre avec des pincettes, Alors les work songs, on peut dire qu'elles ont émergé sur les territoires d'Amérique du Nord dès 1619, date d'arrivée des premiers esclaves, puisqu'ils ont ramené cette tradition de leur pays natal. Les Negro Spirituals, on peut dire qu'ils ont émergé après le premier grand réveil chrétien, puisque c'est à partir de là que les esclaves ont eu un droit à la religion. Et le gospel, quant à lui, est apparu vers 1870, après la fin de l'esclavage, quand les Noirs libres ont souhaité exprimer ce besoin de renouveau, car je le rappelle, le mot gospel vient du terme de résurrection, de renouveau, faisant référence à cette liberté nouvellement acquise. Mais on revient aux Negro Spirituals, Ils étaient très nombreux et on en a dénombré plusieurs milliers. S'agissant des plus anciens Negro Spirituals, il est souvent impossible de les dater puisque les auteurs sont la plupart du temps inconnus. Mais les Negro Spirituals les plus répandus ont par la suite été retranscrits par des musicologues américains dès 1860 et des musiciens les ont interprétés puis enregistrés. Et par exemple, pour en prendre un très connu, on a Louis Armstrong qui en a enregistré quelques-uns dans son album Louis and the Good Book, dont Go Down Moses, plus souvent connu sous le nom de Let My People Go, qu'il a enregistré en 1958. Let my people go. Quand on veut chanter l'espoir. Vous êtes des malades! Arrivé au
19e siècle, le nombre d'esclaves est passé de 800 000 à 4 millions selon un recensement datant de 1860. En fait, l'importation d'esclaves avait été interdite en 1808, mais le commerce, il a perduré au-delà. Ils n'avaient juste pas le droit d'emmener des esclaves sur le territoire, mais ceux qui étaient déjà sur le territoire pouvaient être vendus sans problème. Puis la guerre civile a éclaté en 1861, opposant les abolitionnistes à la Confédération pro-esclavagiste. Dit plus simplement, elle a opposé les États du Nord qui sont contre l'esclavage aux États du Sud qui sont pour un capitalisme basé sur l'esclavage. À l'ouest du Mississippi, pendant ce temps, le Nord et le Sud se sont livrés une guerre radicalement différente de celle qui a eu lieu à l'Est, puisqu'elle impliquait des Blancs, des Noirs et des Amérindiens, souvent pour des enjeux qui remontaient à de vieilles rivalités et rancunes qui se sont dénouées sur le terrain avec une sauvagerie mêlée de férocité. C'est une sorte de guerre dans la guerre qui a continué même quelques temps après la cessation officielle des hostilités. Les Noirs sont donc amenés à porter les armes et à côtoyer l'armée blanche. Alors, l'armée américaine, elle tire forcément cette tradition directement de l'Europe, puisque les colons à la base sont européens. Sans grande surprise jusque-là. Et donc, la musique militaire traditionnelle, le fife and drums, fait partie de ces traditions. Fife and drum signifie fifre et tambour, tout simplement parce que la musique militaire était constituée d'un ensemble de joueurs de tambour, ainsi que d'un soliste jouant d'une petite flûte en bois au son aigu appelé le fifre, fife en anglais. Au contact des esclaves, le fife and drums a évolué et est devenu un genre musical détaché de la musique militaire. Les ensembles de fifres et de tambours militaires ont fourni un cadre approximatif que les musiciens noirs ont rempli d'influences africaines et afro-américaines pour créer une musique entièrement nouvelle. Contrairement à un corps de tambour militaire, la troupe de tambour de ce nouveau type de fife and drum est structurée de façon plus libre. Genre, il peut y avoir un nombre variable de joueurs tant de caisses claires que de toms et de grosses caisses. Et aussi, une grosse caisse large et un peu plate de style militaire est généralement préférée. Le fifre, quant à lui, est souvent élaboré à partir d'un simple morceau de canne à sucre vidé et percé de plusieurs trous, mais il peut aussi tout simplement s'agir d'un fifre en bambou, instrument que jouait d'ailleurs le maître en la matière, Othar Turner. La musique est donc empreinte de la tradition du tambour militaire euro-américaine, de polyrythmie africaine, de l'influence du tama et du modèle d'appel et réponse, le call and response qui vient des work songs. Le fife and drum a ainsi muté pour devenir une forme de musique folk et blues du sud des États-Unis, dérivée de la tradition de la musique militaire et des rythmes africains. Le fife and drums et le blues traditionnel, ou country blues, se sont d'ailleurs influencés mutuellement puisqu'ils ont émergé à peu près au même moment. Mais le lien entre le fife and drums et le blues sera beaucoup plus clair plus tard dans cette vidéo. Alors, le chemin de fer clandestin. Pour le petit contexte historique, faut quand même que je précise qu'Abraham Lincoln a émancipé les esclaves une première fois le 1er janvier 1863, en pleine guerre de sécession, mais il reste beaucoup trop d'esclaves dans le Sud. Les États du Sud n'en ont strictement rien à carrer et continuent leur business tranquillou. Du coup, le fossé s'agrandit entre la situation dans les États du Nord et celle dans les États du Sud. Et des communautés de Noirs libres se sont formées dans les grandes villes du Nord comme Boston, New York ou Philadelphie, et le Canada, qui avait aboli l'esclavage dès 1833, était une terre idyllique pour les esclaves. Terre de tous les possibles. Par contre, dans les États du Sud, ça n'a pas été la même donne. Les esclaves n'étaient toujours pas considérés comme des êtres humains, mais seulement comme de la chair qui rapporte un max. Et si l'esclavage reculait à grands pas dans les États du Nord, il continuait sa triste progression dans les États du Sud, qui reposait sur les plantations et la servitude des Noirs. Alors, pour échapper à l'asservissement, les esclaves savaient qu'il fallait rejoindre le Nord. Au moins le Nord des États-Unis, mais peut-être même le Canada s'ils y parvenaient. Ils partaient seuls ou en famille, quittant leur cabane à pied et de nuit, sans connaître exactement la route à suivre. Parfois, les chiens des maîtres les retrouvaient, sentaient leur odeur au travers des forêts, et la punition serait inévitable. Mais pour aider les fugitifs, petit à petit, un réseau clandestin d'hommes et de femmes s'est formé, regroupant des blancs abolitionnistes, des noirs nés libres et des noirs affranchis. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit de l'Underground Railroad. Littéralement, cela signifie le chemin de fer souterrain, mais on l'a traduit en français par le chemin de fer clandestin parce que c'était beaucoup plus représentatif. Ce n'était pas un vrai chemin de fer, mais une analogie, car ce réseau reposait sur un principe. Chaque personne qui accueillait un fugitif le dirigeait ensuite vers la ville ou le hameau suivant, où quelqu'un d'autre prendrait le relais pour l'aider. Les esclaves avançaient ainsi vers le nord, étape par étape, comme sur des rails invisibles. Et c'est là qu'ont commencé à être créés des chants tout particuliers, car il s'agissait en réalité de codes secrets.
voilà, on en est enfin au chant codé. Wouhou! Les esclavagistes avaient l'habitude d'entendre leurs esclaves chanter pendant leur travail. Ils n'écoutaient peut-être même plus les paroles que ceux-ci tenaient en cœur. Ils n'imaginaient pas, en tout cas, que ce qu'ils considéraient comme du bas peuple, donc les esclaves, les noirs affranchis et les blancs abolitionnistes, puissent être assez futés pour créer un réseau et se transmettre des chants aux paroles codées. C'est futé comme plan. Je vous préviens, j'ai pas tout pigé. Un des plus connus de ces chants spirituels est bien Wade in the Water, qui avertissait les fugitifs de quitter la terre ferme et de passer par l'eau pour ne pas être retrouvés par les maîtres ni être sentis par les chiens de ces derniers. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water, God's got troubled water. On retrouve l'influence des Negro Spirituals et donc des chants religieux dans les paroles de ces chants codés. Et même si là nous avons des paroles retranscrites, à l'origine ces chants étaient chantés dans un jargon parlé uniquement par les noirs, donc les paroles sont pas vraiment celles qui étaient chantées à l'époque. Mais Wade in the Water n'est pas la seule. Il y a aussi Follow the Drinking Gourd. Ce chant, il est juste ouf, c'est littéralement une carte en chanson. Mais faut avoir la référence pour savoir de quoi qu'on cause parce que c'est pas aussi évident à saisir. The Drinking Gourd signifie mot à mot la gourde à boire, ou la louche à eau, et en fait c'est ce truc qui servait à boire et qui était surtout utilisé par les esclaves et autres américains ruraux pour boire de l'eau. Vous voyez où je veux en venir là, non ? Et ouais, on va même faire un peu d'astronomie. Cette chanson indique aux fugitifs de suivre la Little Dipper, qui signifie petite louche, soit l'astérisme de la petite casserole, qui est aussi la constellation de la petite ours. En réalité, beaucoup de sources racontent que la chanson indiquait aux esclaves de suivre plutôt la grande ours, qui est plus visible que la petite ours, pour pouvoir justement mieux localiser la petite ours. Mais du coup, après il y a eu plein d'erreurs dans les adaptations de cette chanson, et c'est la grande casserole, astérisme de la grande ours, qui apparaît comme étant celui qui contient l'étoile polaire, et ça devient du n'importe quoi après. Donc nous, pour éviter toute confusion, on va se dire que la chanson parle de la Little Dipper, ou petite casserole, astérisme de la petite ours, qui contient l'étoile polaire. Du coup, cette référence est faite car l'emplacement des 7 étoiles de la Little Dipper ressemble à la louche que les ruraux utilisaient pour se désaltérer. En suivant cette louche, ils suivent ainsi l'étoile polaire qui les maintient sur la route du Nord où ils trouveront la liberté. Et là, la chanson Follow Drinking Gourd y fait référence de manière assez cachée pour n'être comprise que de ceux qui utilisent cette louche pour boire. Et aussi, elle était chantée dans un jargon parlé uniquement par les Noirs, ce qui cachait encore plus les paroles. Mais je vous laisse l'écouter. Sun comes back and the first quail goes. Follow the drinking gourd, for the old man is waiting just to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Well, the riverbank makes a mighty good road. The trees will show you the way. Left foot, back foot, traveling on. Follow drinking gourd, for the old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Well, the river ends between two hills. Follow the drinking gourd. Now the river on the other side. Follow the drinking gourd. Well, where the great big follow the drinking gourd, for the old man's waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd, for the old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Alors, pour les anglophones, vous avez pu voir que les paroles que j'ai notées en bas à gauche de l'écran étaient un peu à moitié en anglais ancien et à moitié en anglais moderne. En fait, c'est parce que j'ai rassemblé les différentes versions qui existent, parce que personne ne connaît véritablement la version originale. Le truc, c'est que l'auteur de cette chanson est inconnu, comme pour beaucoup des chants de cette époque, et elle s'est transmise à l'oral, ce qui a fait que les paroles ont évolué au fur et à mesure du temps. C'est pareil pour la mélodie, on peut pas savoir exactement quelle est la mélodie originale, donc j'ai fait un peu une version à ma sauce, tant au niveau des paroles que de la mélodie, par rapport à ce que j'ai pu trouver de différent dans mes recherches, et j'en ai fait ma propre interprétation, parce que c'est toujours plus marrant. En parlant de recherche, on va justement parler de celle de Harris Brayley Parks, un entomologiste qui a découvert cette vieille chanson pour la première fois alors qu'il travaillait en tant que responsable de plusieurs fermes dans les montagnes de Caroline du Nord en 1911. Il a entendu des résidents la fredonner et a voulu en savoir plus. Parks a fait ses petites recherches dans son coin et a rassemblé des informations pour retranscrire les paroles de cette chanson.
Il a ensuite fredonné ce chant à un musicologue pour qu'il en retranscrive la mélodie. Parks décrivait cette chanson comme peu musicale et comme un chant un peu abrupt. On va voir s'il a raison. C'est vrai que c'est pas ouf. Mais si on en revient aux années 1800, comment les esclaves auraient-ils appris cette chanson, me demanderiez-vous? Eh bien, la légende raconte que cette chanson a été écrite par un membre de l'Underground Railroad, et qu'un agent de ce réseau, supposé blanc, connu sous le nom de Peg Leg Joe, Joe à la jambe de bois, se déplaça de plantation en plantation au nord de la région de Mobile en Alabama, travaillant comme un ouvrier voyageur. Mais ce travail d'ouvrier n'était qu'une façade à la véritable mission de cet homme. De 1, il était chargé d'enseigner aux esclaves la chanson Follow the Drinking Gourd pour qu'ils apprennent la route de l'évasion. Et de 2, il était chargé de marquer la route en laissant sur les arbres une trace en bout charbonnée de chaussures gauche et de jambes de bois, ce qui permettrait aux esclaves d'avoir d'autres repères en plus de l'étoile polaire et de la carte en chanson. D'ailleurs, Peg Leg Joe était, selon la légende encore une fois, un ancien marin, un commandant, et old man est du slang, du jargon, pour désigner un officier de la mer en gros. Et tant qu'on y est, la phrase « For the old man is waiting to carry you to freedom », eh ben elle n'est apparue qu'après un réarrangement réalisé en 1947 par Lee Hayes, un fondateur des Almanac Singers et de The Weavers, et donc cette phrase a été écrite 80 ans après la fin de la guerre civile. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu trop évidente et paraît n'avoir aucun sens pour une chanson qui est censée être codée. En fait, par l'arrangement de Lee Hayes, les paroles de « Follow the Drinking Gourd » ont été remodelées et c'est la version qu'on trouve le plus fréquemment aujourd'hui. Et d'ailleurs, après, la phrase est devenue for the old man, parce que le mot old n'était déjà plus connu du grand public à l'époque. Mais c'est nul, du coup ça fait juste le vieil homme et le sens n'est plus trop là. Y a que vous que ça fait fantasmer les vieux. Mais après vous avoir fait rêver, je vais tout casser d'un coup. En réalité, il n'existe aucune preuve historique de l'existence de Peg Leg Joe. Il est probablement un personnage fictif qui serait très certainement l'assemblage de plusieurs personnes qui ont œuvré pour l'Underground Railroad pour aider les esclaves des États du Sud à s'échapper. Ou alors, il peut aussi s'agir d'un vrai personnage historique mais qui a été le seul, à tort, à être cité dans la chanson, parce qu'il n'était clairement pas tout seul. Qui sait ? Eh ben, il y a un prénommé Richard Dawson qui prétend savoir. C'est un folkloriste qui a été élu directeur du Folklore Institute dans les années 1960, et il a donné son avis sur cette chanson. Mais avant ça, je veux juste rappeler que le mot folklore est composé de folk qui signifie peuple, et lore qui signifie tradition. Le folklore désigne donc l'ensemble des productions collectives d'un peuple, et qui se transmet au travers des générations par voie orale et par imitation. Ces traditions concernent autant les croyances que les récits, contes, rites, danses, et les musiques et chants. La musique folk, contraction de folklorique, est donc une musique populaire de tradition orale relatant des faits de l'histoire et de la tradition d'un peuple. Je raconte tout ça parce que Dawson, il a inventé, parallèlement à cette définition de folklore, un autre terme, le fake lore, fake comme faux, et qu'il définit comme étant un produit artificiel prétendant être la véritable tradition orale, mais étant taillé pour l'édification de masse. Et pour lui, la chanson Follow the Drinking Gourd fait partie du fake lore, c'est-à-dire une chanson relatant une histoire relevant du conte qui s'est fait passer pour des faits historiques. Car en réalité, il semblerait peu probable que les fugitifs aient réellement utilisé cette chanson comme appui pour leur fuite vers le nord, et qu'ils aient suivi la route indiquée dans la chanson. Bon, on ne s'accorde pas sur les paroles, et il est difficile de savoir quelle est la mélodie authentique avec toutes les modifications et remodélisations qu'il y a eu au cours des années. Et impossible de connaître l'auteur, et on ne sait pas si on doit l'attribuer à l'Underground Railroad. Cette chanson était-elle vraiment utilisée par les esclaves pour s'échapper? Ou est-ce un mensonge relevant du fake lore, comme dirait Dawson? En réalité, on pourrait en dire encore beaucoup sur cette chanson, on pourrait l'analyser beaucoup plus en détail, mais on va pas en dire plus ici, parce que ça commence à faire long. Vous me direz si le sujet vous intéresse et j'en ferai peut-être une vidéo à part entière. On arrive à la fin du calvaire. Le 18 décembre 1865, Lincoln fait ratifier le 13e amendement de la Constitution des États-Unis qui abolit l'esclavage. Il stipule « Ni esclavage ni servitude involontaire n'existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction ». La guerre de sécession est terminée, mais tout ne devient clairement pas tout beau tout rose en un claquement de doigts. Au contraire, la situation est très instable et la population noire se retrouve un peu le cul entre deux chaises. Le racisme est encore majoritaire aux États-Unis et les injustices persistent, et persisteront encore pendant longtemps. Hein. En plus de ça, si la moitié d'entre eux étaient nés libres, l'autre moitié c'est vague hein, bien sûr, a vécu l'esclavage. Tout ce qu'ils ont subi, ils ne pourront l'oublier, et tout ce background lourd en émotions et en souffrance s'accroche à eux. Tout ça, certains vont vouloir l'exprimer. Bien évidemment, ce qui nous intéresse, ce sont ceux qui l'ont exprimé en musique.
C'est à la fin du 19e siècle, au sein de la population noire, que va naître le blues. C'est un genre musical qui ne pourrait pas mieux porter son nom, car ses premières harmonies évoquent toute la misère vécue. Ses sonorités mélancoliques portent la douleur du racisme et de la ségrégation toujours ambiant. Vous serez peut-être intéressé de savoir que le terme blues vient de Blue Devils, diable bleu, qui signifie au-delà de ça, idée noire. Mais il est aussi dérivé du terme français bluette, qui évoque une histoire sentimentale personnelle, parce que le blues est à la base une histoire en chanson racontée à la première personne du singulier. Oui, d'ailleurs, en parlant d'influence française, j'en ai pas parlé, mais les Français, Espagnols et Anglais ont un peu fait du ping-pong avec la Louisiane. À la base, elle était française et faisait tout ça, mais elle est passée aux mains des Espagnols, puis à la France, puis a été vendue en 1803 aux États-Unis, et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'influence de la culture française. D'où le terme de bluette qui a en partie inspiré le terme blues. Quoi qu'il en soit, certains instruments comme la guitare ou l'harmonica restent assez cantonnés au souvenir des plantations. Et vu que le souvenir des plantations est encore très frais, ils deviennent sans grande surprise les instruments principaux utilisés pour jouer du blues. Là, on parle bien sûr de la forme primitive du blues, qui est le country blues, ou blues traditionnel, parfois aussi appelé folk blues, rural blues, backwood blues ou down home blues. Mais nous, on va l'appeler que country blues, hein. Ces plus anciennes formes de blues proviennent du sud des États-Unis, fin 1800 et début 1900, et c'est une évolution musicale découlant des work songs et des Negro spirituals, avec aussi des influences non négligeables du fife and drum, joué dans la région des collines du Mississippi, dite Hill Country. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette région, la première forme de blues qui va naître sera le Mississippi Hill Country Blues, un sous-genre du country blues. Ailleurs, dans les champs de coton de la région du Delta, naît le Mississippi Delta Blues, un autre sous-genre, où la guitare se joue là, souvent avec un bottleneck. Donc ces deux formes de blues sont les premiers à avoir été créées. D'autres formes de blues existaient aussi, jouées avec des instruments rudimentaires et souvent fabriqués avec ce qu'on trouvait, comme par exemple le diddly bow que j'avais déjà évoqué, et parfois c'est carrément des objets qui n'ont rien à voir avec des instruments qui sont utilisés en instrument, comme par exemple le jug, un cruchon en terre dans lequel on souffle. On dirait pas comme ça, mais cette musique c'est bien du blues. C'est vrai que ça ferait plus penser à du jazz. Hey, ça bouge ton truc. Ça fait remuer les fesses. Ah, les épaules aussi. Eh, mais... C'est vrai que ça se sent pas mal quand même. C'est un peu parti en n'importe quoi là. On en était à nos instruments improvisés qui étaient utilisés pour jouer du blues. On a aussi, à part le jug, le washboard, une planche à laver sur laquelle on joue des percussions. Bien sûr, on en joue toujours un de ces instruments-là. C'est devenu des instruments à part entière. Mais ces instruments vont ensuite plutôt être utilisés dans la musique country. Le blues, lui, va évoluer plus tard vers des instruments électriques avec une multitude de sous-genres qui vont se créer. Mais on va s'arrêter là pour le blues. Il y a tellement de choses à dire, on en parlera dans d'autres vidéos. Pluriel. Fin 1800 et début 1900, le jazz fait lui aussi surface. Les premiers genres de jazz se trouvent dans l'état de Louisiane à la Nouvelle-Orléans, d'où le nom de New Orleans Jazz, jazz de la Nouvelle-Orléans, qui va quelques années plus tard s'exporter vers Chicago. Bon, déjà le jazz est issu du blues, mais vu qu'ils se sont développés un peu au même moment, ils ont évolué en parallèle, ce qui fait qu'ils ont rapidement été différenciés, même si le blues comme le jazz découle nécessairement des Negro spirituals, des work songs, et donc a fortiori de la musique africaine. Mais en plus de ces influences, la guerre de sécession aura un impact très intéressant sur ce que va devenir la musique. Parce que lorsqu'elle s'est terminée en 1865, on s'est retrouvé avec un surplus d'instruments militaires comme des cuivres, tambours, cymbales et instruments à hanches. Ben ouais, la grande majorité des musiciens s'est retrouvée sans activité rémunérée après 1865 parce qu'il n'y avait tout simplement plus autant d'unités actives. Car beaucoup d'entre eux ont dû être engagés en renfort parce que de nombreuses nouvelles unités ont dû être créées pendant la guerre civile. Il y avait d'ailleurs parmi les musiciens qui ont joué pour l'armée beaucoup d'enfants issus de familles pauvres ou des enfants esclaves. Et certains d'entre eux se sont servis de leurs connaissances musicales pour gagner leur vie en grandissant, en formant des groupes et en se représentant sur scène. Même si, faut se l'avouer, beaucoup resteront musiciens de rue, hein. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, seule une toute petite minorité réussit. Alors, avec la cessation des conflits, beaucoup de musiciens, noirs comme blancs cette fois-ci, tout le monde commence un peu à se mélanger maintenant, enfin, avec parcimonie tout de même, hein. Donc beaucoup de musiciens qui jouaient à la base pour l'armée se sont retrouvés à jouer
joués pour des événements sociaux pour divertir les gens. Et quand les groupes se produisaient en intérieur, l'instrumentation standard était obligée d'être réduite pour des questions de praticité parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas ramener tout leur bordel en intérieur. Hein. Et aussi, vu que les groupes ont commencé à décider qu'il n'y aurait qu'un percussionniste, parce que sinon ça fait un peu trop de monde sur scène, ben il fallait trouver des solutions pour qu'un seul mec puisse jouer de plusieurs percussions en même temps, sinon la musique serait un peu pauvre, hein, tout en ne ressemblant pas à ça. Parce que ce serait un peu ridicule et admettons-le, pas très pratique non plus. Même si je les trouve trop stylés, moi. Alors on s'est dit... Et on a commencé à réfléchir à d'ingénieux assemblages pour réussir à faire qu'une seule personne puisse avoir un jeu multi-percussif. C'est un dénommé William Ludwig Sr., un percussionniste et fondateur de la Ludwig Drum Company qui a développé et commercialisé la première pédale de grosse caisse en 1909, ce qui a permis de faire de la percussion avec son pied. Non, ça c'est une vidéo sur le vélo, ça n'a rien à voir. On se mélange un peu les pédales dans nos archives, vous savez. La caisse claire, quant à elle, s'est vu attribuer un pied. Et ce pied, vous n'avez pas idée d'à quel point il change la vie du percussionniste. Parce qu'avant, il devait suspendre ses instruments à ses épaules avec une sangle comme lors de parades et autres fanfares, où il y avait des combines comme le mettre sur une chaise pour pouvoir en jouer. Mais on ne va pas se mentir, c'est pas pratique. Mais avec ces inventions ingénieuses et innovantes, tout est venu beaucoup plus simple. On les a rassemblés et paf, Ça fait des chocs à pic. Non, ça a donné la batterie qu'on connaît aujourd'hui, enfin, sa toute première version. Parce que maintenant, ça ne ressemble plus du tout à ça, vous m'avez compris. Et ouais, cette première forme de batterie a pu être jouée par un seul percussionniste. L'invention de la pédale pour la grosse caisse, du pied pour la caisse claire et bientôt du pied pour les cymbales ont tout simplement révolutionné les groupes. Les rythmes que le percussionniste pouvait jouer en concert sont devenus de plus en plus complexes. Voilà l'impact de la guerre de sécession sur la musique, et il n'est pas des moindres. Mais au-delà d'avoir eu un impact sur les instruments qui étaient joués dans ce nouveau style émergent qu'était le jazz, la guerre civile a aussi influencé les rythmes et structures des premiers morceaux de jazz. Ils étaient grandement inspirés de la marche militaire. Mais le jazz a ensuite évolué parce que certains musiciens de jazz ont par la suite été issus de formations musicales classiques, ce qui a apporté une touche de musique savante, comme par exemple Lorenzo Tio ou Scott Joplin. Scott Joplin, d'ailleurs, était aussi pianiste de ragtime. Vous savez, le ragtime, ce sont ces morceaux que tout le monde connaît, mais dont on n'arrive jamais à savoir qui les a écrits. Et bah, c'est Scott Joplin qui les a écrits pour la plupart, parce qu'il était le compositeur le plus célèbre de ragtime. Ce genre est devenu hyper populaire entre 1897 et 1918, et pour vous donner une idée, les années actives de Scott Joplin sont de 1895 à 1917. Il a limite créé le ragtime, et le ragtime est parti avec lui. C'est un genre le plus souvent joué au piano, mais aussi parfois joué au banjo ou à la guitare. Et le ragtime provient, comme le jazz, de la musique de marche, donc le style militaire, mais il découle aussi du style pianistique cakewalk, qui est aussi le nom porté par la danse populaire qui va avec, le cakewalk, où les Noirs de Virginie imitaient avec ironie et sarcasme l'attitude des Blancs quand ils se rendaient au bal. Et ça s'appelle le cakewalk parce que c'était à l'origine un concours de danse afro-américaine où le premier prix était un gâteau. Donc le ragtime a commencé à être interprété par les ensembles de jazz New Orleans, et c'est mêlé au jazz qu'il a forcément fini par influencer. Donc le jazz devient finalement un mélange bien équilibré entre plusieurs genres de musique populaire et la musique classique. Donc pas besoin de péter plus haut que son cul quand on est amateur de jazz, parce que c'est avant tout de la musique dite profane, car en grande partie populaire. Et ouais, c'est sur un fion que j'arrête cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, j'ai dû écarter beaucoup d'informations en voulant me cantonner à l'essentiel, évidemment, pour que vous reteniez le principal. Faut savoir que je vais pas du tout faire que de l'histoire de la musique, loin de là, ni rester que sur ce format qui est assez long et qui demande un taf de malade. Donc si vous voulez en savoir plus sur la musique de manière très générale, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour être averti dès que j'aurai sorti la prochaine. Mais vu que c'est ma toute première vidéo, j'apprécierais énormément que vous marquiez en commentaire ce que vous en pensez. Je suis preneuse de tout avis qui peut m'aider à m'améliorer, que ce soit un compliment ou une critique constructive. Pareil, si vous avez des choses que vous aimeriez que je clarifie, mettez-le en commentaire et j'essaierai d'en parler dans une autre vidéo. Et bien sûr, le partage me donnera un gros coup de pouce à plus que quiconque. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre les prochaines vidéos pour en savoir plus, car clairement ce n'est pas fini et j'ai même pas commencé au début. Le blues et le jazz vont donner naissance à tant de genres musicaux que c'est impressionnant. Et en y repensant, on est parti à la base des premiers esclaves ouest-africains qui ont été emmenés sur le territoire des États-Unis pour être esclaves. Et c'est eux qui ont ramené leur champ de travail et qu'ils ont commencé à chanter en anglais. Et puis, au contact des Blancs, ils ont pioché des éléments musicaux pour faire évoluer leur culture toujours mise à part, et créer les Negro Spirituals, le country blues, le jazz, le gospel, le ragtime, etc., etc. Tous ces genres sont à la base d'une invention de la population noire aux États-Unis, et par la suite, combien de styles vont en découler? Le rock, le hard rock, le metal, la soul, et j'en passe, parce qu'il y en a tellement, et je retrouve plus ma petite feuille qui les énumérait, et j'ai la flemme de les réénumérer. Et pareil pour les artistes, s'il n'y aurait pas eu l'esclavage, déjà vous pouvez enlever tous les artistes black américains,
et tous les artistes qui ont joué d'un style dont la création est liée à l'esclavage. Du coup, l'esclavage sera-t-il à l'origine de tout notre répertoire musical aujourd'hui? Alors, s'il n'y avait pas eu l'esclavage aux États-Unis, ça ressemblera à quoi la musique aujourd'hui?